tous. Merci beaucoup d'être venus pour assister à cette rencontre. Bonjour à Catherine Trottmann. Merci d'avoir accepté l'invitation du Club de la Presse pour cette rencontre à l'occasion de vos 100 premiers jours. Alors, on est un peu avant, on est à 95 jours à la tête de la... C'est toute la différence. 5 jours, ça compte. Ça compte. Voilà, donc on souhaitait faire un point avec vous sur ce début de mandat. On peut commencer tout de suite peut-être par des questions d'actualité, et notamment l'épisode de canicule qui vient de se dérouler. Est-ce que vous êtes satisfaite de la façon dont les pouvoirs publics ont géré cet épisode, et comment vous percevez la suite des choses, puisque ce ne sera peut-être pas le dernier? Alors, d'abord, merci au Club de la Presse de m'inviter et vous-même de m'interroger. Et merci aux personnes qui sont ici présentes. Je pense qu'un tel moment, et je le mesurais, est important pour rappeler qu'on est dans une période où la question de l'information locale est présente dans le débat public, où on annonce des mesures qui sont des mesures difficiles à entendre pour les professionnels de BFM, sans doute aussi pour le groupe EBRA. Je voudrais dire que je suis évidemment très engagé depuis toujours sur la possibilité de défendre et de maintenir une information de qualité avec des professionnels. Je me méfie des réseaux sociaux, je vois aussi ce que ça donne dans l'information détournée, faussée, trop rapide, peu étayée. Et donc nous sommes dans un moment où même lorsqu'on est une collectivité en charge d'un travail de court et de long terme, on est dans un temps qui peut être heurté, je dirais, par l'instabilité médiatique. Donc ça, je voulais le dire que je participe et je soutiens l'action du Club de la Presse sur la défense de cette information locale qui a été lancée et qui figure dans, je dirais, dans notre espace commun. C'est une crise, d'une certaine manière. C'est une crise démocratique de voir ce tournant s'engager. La canicule, c'est une crise qui est à la fois environnementale, sociale et économique. Parce que je pense que le rythme de travail n'est pas le même. La santé est en jeu pour un certain nombre de concitoyens et concitoyennes. C'est donc un enjeu majeur pour les personnes, mais aussi pour les services publics, pour les collectivités, pour les entreprises et pour surtout les personnes les plus vulnérables. Ce que j'ai constaté dans ce dernier épisode, c'est que l'épisode de zone rouge n'était pas prévu. Nous allions jusqu'à des dispositions qu'il a fallu renforcer en période d'alerte orange, mais pas en période d'alerte rouge. Donc nous avons cherché à adapter et nous allons continuer de le faire pour avoir des procédures qui se mettent automatiquement en place et qu'on n'a pas à travailler avant chaque épisode, que ce soit dans les écoles, où là, pour les écoles par exemple, on peut avoir un grain de sable, le concierge qui est en vacances, qui ne peut pas aérer la nuit, les classes sont trop chaudes. Voilà, donc on a des faits de ce genre, mais on a aussi des investissements à faire et qui sont lancés de toute façon, que ce soit par rapport à des rafraîchisseurs. Ce qui était déjà prévu, par exemple, c'est une salle fraîche par établissement, mais une salle fraîche, quand on a l'école pleine, ça ne suffit pas. Et donc là, j'ai bien sûr réfléchi pendant la période de la campagne sur ce qu'il était nécessaire de faire. J'ai déjà commencé à en discuter avec des professionnels, c'est-à-dire par exemple repérer les gymnases, parce que c'est assez grand, qui peuvent être traités avec des panneaux solaires qui font le chaud en hiver et la fraîcheur en été, donc le choix des espaces refuges. Aujourd'hui, on a peu d'espaces refuges, très peu, y compris d'ailleurs pour notre propre administration. Donc c'est un vrai sujet. Et donc oui, il y a une leçon que je tire de ce plan canicule, et aussi ce que j'ai compris et vu avec le directeur des hôpitaux universitaires, puisque ayant pris la responsabilité de la présidence du conseil de surveillance, j'étais en contact régulier avec le directeur des hôpitaux, et je voudrais vraiment dire combien le personnel est formidable, parce que la suite en fait de cet épisode caniculaire continue de se vivre aujourd'hui
dans les services avec les hospitalisations et les soins qui sont apportés aux gens. Je n'ai pas encore de résultats sur, par contre, la mortalité qui pouvait être entraînée parce que les chiffres ne sont pas encore connus. Non. Est-ce qu'il y a des mesures d'urgence que vous avez décidé de prendre là tout de suite pour le cas où un nouvel épisode surviendrait dans l'été Alors, ce qu'on a évidemment travaillé, c'est la possibilité de relancer. On a eu un problème par rapport aux piscines. On avait une piscine en révision et une piscine qui a eu un pépin à Haute-Pierre. Donc, c'est de faire en sorte que toutes les piscines puissent être ouvertes pendant l'été. C'est l'accès au plan d'eau. On va revoir les problématiques d'accès au plan d'eau. On a un problème de recrutement pour les maîtres nageurs. Il y a des plans d'eau libres, les gravières, où il faut absolument, comme dans les piscines d'ailleurs, avoir des maîtres nageurs. Donc la procédure de recherche et de recrutement est évidemment en cours pour avoir une réponse qu'on peut apporter ou qu'on peut augmenter en repérant les gens qui peuvent, y compris dans nos propres services, ont le diplôme et pourraient être mobilisés pour encadrer des nageurs en cas de besoin. Donc voilà, ça va de ce type de mesures à des mesures qu'on doit inscrire dans notre plan pluriannuel d'investissement, puisque ça sera fléché, hein, la protection contre les risques d'inondation, risques de canicule, risques de grand froid aussi. C'est extrêmement important. Nous cherchons aussi, dans le cadre de l'hébergement d'urgence, comment on peut héberger de manière rapide. On en parlait aussi ces derniers jours, les enfants en particulier à la rue, et pour lesquels on a prévu de pouvoir leur proposer aux parents des places dans les activités extrascolaires et les activités d'été. Il y a 53 places qui sont mobilisables sur l'ensemble du dispositif pour des enfants qui en bénéficieraient et qui sont aujourd'hui sans hébergement. Donc ça, c'est une autre mesure qu'on avait prise, mais hors canicule, mais qui peut être évidemment utile aussi pendant la canicule. Donc voilà ce sur quoi nous travaillons. Pour les personnes âgées, en fait, il y a tout un dispositif d'alerte qui a déjà bien fonctionné, qui était déjà créé dans le premier épisode caniculaire. On peut toujours compléter par le voisinage, par les parents, les proches. J'ai entendu ce qui était proposé par des infirmiers et des infirmières installés en libéral, qui était de dire en fait même les personnes qui sont suivies mais qui n'ont pas de personnel soignant qui les observent, qui les suivent, sont en situation de risque. Donc en fait, le problème qu'on a, c'est de voir à quel curseur on doit véritablement intervenir. Et il faut, je pense, une plus grande coordination des interventions. Et ce que je retiens aussi de cette période, puisque je le disais, en fait, il faut avoir une automaticité dans les déclenchements, c'est que ça n'ait pas été prévu de cette manière. C'est pour les mesures d'urgence rapidement, mais à plus long terme, comment la ville peut faire face à la canicule Alors, on a à Strasbourg déjà 2 degrés de plus que la moyenne. Donc on sait qu'on est une ville qui, enfin notre région, hein, c'est un peu une réalité qui n'est pas qu'urbaine. On a des épisodes de chaleur plus élevés. On a vu aussi qu'on restait plus longtemps parce qu'on est un peu plus loin, mais on est en climat continental, donc on ressent plus fortement la chaleur. Ça a toujours été vrai pour les étés. Donc on a à la fois les mesures de long terme, hein, de protection. Alors il y a tout un débat sur la climatisation, mais là, quand on est en haute canicule, le rafraîchissement ne suffit plus. On a besoin de pouvoir avoir des espaces véritablement rafraîchis et climatisés pour pouvoir permettre aux gens de baisser en température, avoir des havres. Donc la recherche de ces refuges, la végétalisation, les zones qui peuvent être des zones aménagées, c'est-à-dire dans les parcs, à proximité des zones des piscines et des zones sportives, par exemple. Donc on a commencé ce repérage pour pouvoir ouvrir un certain nombre de sites et voir comment les écoles peuvent être mobilisées avec les travaux qui conviennent
de zones refuge à l'intérieur des écoles pour les élèves, mais aussi pour des quartiers. J'en parlais hier dans une école à Ampère, par exemple, où il n'y a pas d'équipement public à part les écoles et le gymnase. Et donc, un centre socioculturel, oui, mais c'est tout. Et donc, la question du lieu où les gens peuvent se retrouver est évidemment une question centrale. Alors, on va revenir un peu en arrière. Quand vous êtes arrivé à l'Hôtel de Ville, après 6 ans dans l'opposition, qu'est-ce que vous avez découvert? Qu'est-ce qui vous a surpris que vous ne connaissiez pas déjà? Alors, ce qui ne m'a pas surprise, c'est la situation financière, quoique je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi difficile, malgré tout. Vous attendez l'audit, les audits. Alors, les audits sont là pour à la fois avoir une photographie indépendante et hors polémique et hors débat qui porterait sur les aspects purement politiques. C'est pour avoir la meilleure analyse possible pour éclairer les choix que nous aurons à faire de la trajectoire budgétaire. Et ça, c'est à l'automne. C'est vraiment à l'automne qu'on va avoir l'intégralité de l'analyse et des projections. Et donc, c'est là qu'on rendra public les 2 audits, ville et métropole, et que ça permettra de mesurer quels vont être les changements. Alors, il y a ceux qui disent oui, mais voilà, on fait un audit pour ne pas réaliser telle ou telle opération. Non, un audit n'est pas là pour ça. Un audit est là pour être un appui à la stratégie financière, à la résorption de la dette. Il y a un début de polémique sur le coût. Oui, mais enfin, ça coûte forcément un peu d'argent d'analyser des comptes. 46 000 et l'autre. Oui, c'est à peu près pareil. En fait, on est dans les tarifs normaux d'un audit qui est utile pour pouvoir savoir exactement quelle va être. Par exemple, puisque j'ai déjà rencontré le président de la Banque des Territoires, je lui dis qu'on avait à restructurer la dette et à retrouver un plan de désendettement. Un plan de désendettement, on a besoin d'un audit pour savoir à quel rythme on peut se désendetter. Je suis surprise qu'à aucun moment, et ça c'est vraiment une surprise, il n'y ait eu de stratégie pour réduire la dette. La seule réponse que j'ai entendue lors des premiers conseils, ça a été, de la part d'ailleurs de Daniel Dambard en conseil de l'Eurométropole, ça a été de dire mais vous pouvez augmenter les impôts. Alors justement, un audit, des fois, ça sert à légitimer une augmentation d'impôts. Ben, ce n'est pas le choix qui a été fait. Donc il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Ce n'est pas le choix qui a été fait. Après, je ne vous dis pas quelles seront les options entre lesquelles il faudra choisir, parce que j'attends précisément d'avoir pu travailler sur les audits. C'est pas une hypothèse que vous écartez, du coup. Non, je dis ce n'est pas un choix qui a été un choix pris en compte. Donc, je ne dis pas. Vous savez, dire aujourd'hui, quand on n'a pas les résultats, comment on va s'en sortir, alors que l'État réduit ses contributions et ses financements, qu'il y a un certain nombre de dérapages, y compris pour la CTS dans son budget et dans le budget des mobilités. J'y travaillais ce matin, parce que là, l'endettement est aussi important. Il y a des investissements à faire. Et je dirais heureusement qu'on n'a pas fait le tram Nord, parce que sinon, on serait à peu près comme à Strasbourg, dans le rouge et pas dans l'orange. On est déjà dans l'orange à l'Eurométropole et on est carrément dans le rouge à la ville de Strasbourg. Donc, on a eu des budgets qui ont été des budgets primitifs 2026 qui n'ont pas dit la réalité. Nous avons eu des budgets qui ont servi à masquer l'impact réel des engagements financiers sur des investissements qui ont été décalés. Et ce que nous trouvons aujourd'hui, c'est le décalage. C'est-à-dire, on a le mur devant nous, puisque ce qu'on n'a pas réalisé en 2026 était prévu en 2027 et suivant. Et donc, ce que je constate, mais ça, c'est pas nouveau, et je l'ai dit dans mes interventions précédemment, les derniers budgets sur lesquels on a voté n'étaient pas sincères. Et c'est la raison pour laquelle, à la fois, je n'ai pas de raison de mettre en cause le travail du service des finances de la collectivité, mais quand j'ai posé la question, on m'a dit simplement, parce que j'ai quand même une question sur le fait qu'on puisse laisser se dégrader les comptes à ce point, la réponse a été, on a répondu aux consignes politiques. Voilà. Donc, on a eu ce débat encore lundi lors du conseil municipal sur la dette. Moi, j'estime qu'une dette aussi lourde
qui réduit au moment où on a besoin d'investissement, notamment pour répondre à la canicule, pour trouver ces refuges, pour aménager les logements, pour faire en sorte que dans tout ce travail sur le rafraîchissement, mais en même temps la protection aussi et la réduction de consommation énergétique, tout ce travail-là nécessite beaucoup d'investissements sur notre patrimoine public, mais aussi en soutien au patrimoine de logement social, puisqu'on a quand même des immeubles qui sont de vraies fournaises. Donc aujourd'hui, il y a des familles qui sont dans des conditions très compliquées, très difficiles d'habitat. Et ça veut dire, Mme Trottmann, que vous vous dites déjà aujourd'hui, il y a des choses que vous pensez faire dans le mandat que je ne pourrais pas faire. Alors, quand on est à 3 mois de travail, on mobilise tout le monde, on crée son équipe, on lance les premières réponses, comme on l'a fait, sur le prix du stationnement, sur l'éclairage public, sur la démocratie de proximité avec les adjoints de quartier qui tournent, la liste des points noirs qu'il va falloir réparer. Parce que je le rappelle, j'ai été élu pour réparer, redresser, mais d'abord apaiser. C'est les 3 termes qui sont mon cahier des charges de ce mandat. Apaiser, réparer, redresser. Ça veut dire que je fais les 3 en même temps. Apaiser, je pense que le retour à la confiance passe par la proximité avec les habitants et passe par le changement de méthode. On n'est pas là pour imposer des choix, on est là pour aller les discuter d'abord avec les habitants et avec les collègues des autres communes. C'est une autre gouvernance pour la ville, c'est une autre gouvernance aussi pour la métropole. Et demain, nous aurons notre première conférence des maires. Et le pacte de gouvernance de l'Eurométropole, c'est précisément associer les maires aux décisions et aux orientations stratégiques et non pas d'être là juste pour leur présenter la politique qu'on veut mener et qui est choisie et décidée entre un petit groupe d'élus. Donc ce changement de gouvernance, c'est un acquis de ce début de mandat. Ça permet aussi de maîtriser mieux les choix, c'est-à-dire de pouvoir anticiper, de pouvoir prévenir et de pouvoir choisir en connaissance de cause. Donc il y a, bien sûr, dans la réparation, il va y avoir un effort sur la maintenance des réseaux, mais quand je parle de réseau, je parle aussi de l'eau et de l'assainissement, par exemple. Décision de grands projets, l'usine d'incinération. Sa réalisation sera décidée dans ce mandat, et pas très tardivement, parce que grâce à l'audit, on aura une vision du moment où on aura la possibilité d'engager un investissement important. Une nouvelle usine d'incinération. Oui, une nouvelle usine d'incinération, puisque nous avons terminé le précédent mandat sans décision. Moi, je sais que cette décision, nous devons la prendre, puisque nous avons aussi la délégation de service public qui va arriver à terme en 2030. Donc, il faut bien sûr préparer la suite, et ça prend plusieurs années de préparation. Un tel investissement doit être préparé dans un temps quand même assez long, au moins 3 ans. Et après, il faut pas loin de la même chose pour construire un tel équipement. Donc, c'est pour ça que j'espérais qu'on aurait pu décider de la construction de l'usine d'incinération avant la fin de ce mandat pour avoir la possibilité de réaliser cette opération dans le mandat. Bon, c'est pas le cas. Il est oublié ou... Pas du tout. Le tram Nord n'est pas oublié. Donc, je le disais, on a à la fois des choix qui peuvent être des choix rapides, mais des choix qui peuvent être discutés de manière plus longue. Il faut refaire tout un projet. Le tram Nord tel qu'il a été proposé et tel qu'il a été écarté, tel qu'il a échoué, c'est un projet qu'on ne peut plus reprendre tel quel. Bien sûr, on a des plans, on a des études, on a des analyses qui vont être utiles. Vous aviez proposé aussi. Oui, mais là, on va repartir avec le passage par Heineken sur le tracé que j'ai préconisé. Mais il faut une enquête publique. Il faut recommencer une enquête publique et il faut trouver les financements. Et ça peut être fait dans le mandat? Oui, bien sûr. Je pense que ça peut être fait dans le mandat. Parce que quand vous avez été élu en 89, vous aviez le projet clé en main et vous l'avez attaqué tout de suite. Non, il n'était pas clé en main. Vous l'aviez bien préparé quand même. J'avais travaillé sur 2 lignes de tram, mais pas sur le matériel roulant. Je ne suis pas ingénieur. Okay. Voilà. Donc on a fait tout en main. C'est-à-dire on a créé le cœur du réseau, qui est toujours valable aujourd'hui, l'X.
on a créé un matériel complètement révolutionnaire, qui était transparent et complètement ouvert sur toute la rame, avec l'articulation et la possibilité d'introduire des modules, ce qui ne s'était jamais fait, et qui permettait de prendre des virages plus courts dans une zone protégée comme la zone ici. Justement, ce que je voulais dire, c'est que c'était allé assez rapidement. Donc Oui, là, bien sûr. Vous dites que ça ira peut-être un peu moins vite pour le tram Nord. Non, mais ce n'est pas du tout la même chose. On ne part pas de la même manière. Je ne pars pas avec une mise à jour d'un schéma. La première demande qui m'a été faite par mes responsables de la direction des mobilités à Bruxelles, c'est de me faire remarquer que contrairement à d'autres villes que je connais bien, puisqu'elles étaient dans la zone sur laquelle j'ai travaillé avec la Commission, toutes sont au point sur le schéma de mobilité soutenable. Toutes sont au point, c'est-à-dire avec des exigences plus importantes que les plans de déplacement urbain qu'on a fait jusqu'à présent, parce que vous intégrez à la fois la robustesse de l'infrastructure, la protection contre les risques, on en parlait, chaleur, grand froid, mais aussi inondation, etc. Donc comment l'infrastructure résiste. Donc ça, il faut l'intégrer dans votre schéma, et ça aujourd'hui ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et donc il y a à partir de là des choix opérationnels qui ne seront pas les mêmes, des coûts peut-être aussi à voir. Et puis il y a un autre aspect qui a été un engagement de Strasbourg, mais en même temps aussi de la France, qui a été le traitement de la M35. Il y avait deux engagements qui n'ont pas connu de vrais changements. L'avenue du Rhin, zone rouge du point de vue de la pollution atmosphérique, et la M35, pareil, du point de vue de la pollution atmosphérique. Et la mise en œuvre qui a eu un effet positif, c'est-à-dire de réduction des émissions polluants atmosphériques lorsque le GCO a été ouvert, on a en réalité reporté toute une partie de circulation sur la M35 qui aujourd'hui est à nouveau saturée et à nouveau problématique. Donc, Mais l'histoire du tunnel sous la M35. oui, non, mais bon, le tunnel. Non, je pense que il y a d'autres mesures qui sont. Projet de Pierre Jacques Ibot. Oui, bien sûr, je sais, mais j'en ai discuté avec lui. Je n'ai pas du tout l'intention de proposer un tunnel. Ils ont fait ça à Boston, en partie. Oui. Alors là, je peux vous dire, c'est un peu compliqué quand même de penser qu'on pourrait choisir cette solution qui est la plus chère et qui ne traite que temporairement le problème. Donc moi, ce n'est pas sur quelques kilomètres qu'il faut régler le problème de la M35, c'est sur sa longueur. Et si on veut réaliser cette plantation de forêt urbaine le long de la M35 pour lier la forêt primaire rhénane au sud, donc Baggersee-Ilkirch, et la forêt primaire au nord, Robertsow-Vansenau, il faut ne pas être en souterrain, sinon ça ne marcherait pas. Donc ce que je veux lancer dans ce mandat, et j'ai commencé déjà par l'inscription de ce grand projet dans le contrat triennal, c'est la gare. Donc la gare double face, c'est vraiment quelque chose. Alors, je ne peux pas vous dire aujourd'hui si ça peut être réalisé dans un mandat, parce que je ne sais pas, ça dépend de la SNCF, ça dépend de plein de gens. Vous avez des propositions sur l'arrière-gare? Oui, bien sûr. Oui, mais on va travailler dessus et on aura assez rapidement la réflexion sur toute la zone qui va du parking des Romains jusqu'à la place de Haguenau et à Ikea de l'autre côté de la voie ferrée. Donc, et on prépare, et j'ai déjà la base d'un schéma directeur des déplacements jusqu'à 2050, puisque mon objectif, c'est de créer les conditions du changement à la fois en traitant l'urgence, mais en traitant aussi le long terme, pour être décarboné en 2050. Puisqu'aujourd'hui, en fait, si je regarde la trajectoire du plan climat telle qu'elle était prévue, on n'y est pas, ni en construction neuve, ni en nombre de logements traités thermiquement, ni non plus par rapport à la végétalisation, zone de fraîcheur, etc. Donc on est en retard sur le processus tel qu'il avait été imaginé. Sur le fameux plan 2030 que vous aviez piloté d'ailleurs, me semble-t-il. Non, ça c'était autre chose, ça c'était le plan économique. Le climat, c'était à quel horizon alors Oui, alors il y avait, alors on était à 2030, enfin c'était, Et là, on est en retard sur. mais on est sur une trajectoire à 2050 en fait. Et donc on a après un certain nombre d'étapes. Et donc moi je considère aujourd'hui, et c'est d'ailleurs le travail en cours,
quels sont les dossiers sur lesquels nous avons déjà démarré notre travail, hein, en dehors des mesures qui sont les mesures les plus visibles, qui ont été décidées dès le démarrage, comme l'éclairage, comme le prix du stationnement résident, le travail sur le stationnement horaire. La plus fière aujourd'hui, dans ces 100 jours, où il y a eu quelques mesures, laquelle vous êtes la plus fière? Mais ce n'est pas une question de fierté. Moi, ce qui me touche, c'est le nombre de femmes qui sont venues me voir dans ma boulangerie, dans la rue, dans le tram, partout, pour me dire « je peux ressortir la nuit. Je ne suis plus obligée de rester chez moi ». C'est l'éclairage public. Et la mesure la plus attendue, et je peux dire qu'elle va être mise en place, mais je dois la discuter avec mes collègues maires de l'agglomération, c'est le transport gratuit pour les plus de 65 ans. Donc ça, ce sont les conditions. Alors, je rappelle que le transport gratuit pour les jeunes a été mis au bout d'1 an en place. J'irai plus vite. Mais je ne peux pas court-circuiter le temps de la discussion avec les maires pour préparer la décision de la métropole. Le stationnement, c'est une compétence ville. Donc, on peut décider rapidement de ce qu'on décide de faire. Par contre, à l'échelle de l'Eurométropole, je l'ai dit, c'est une gouvernance partagée, donc je discute avec les maires et on doit regarder la situation de la CTS et l'impact sur la CTS. Est-ce qu'on arrive à chiffrer à peu près? Oui, bien sûr. Bien sûr. On est aux alentours de 6 millions d'euros d'impact. On a eu un peu plus de 8 millions d'impact pour la gratuité pour les jeunes et pour les personnes de plus de 65 ans. Si c'est toute personne confondue, à partir du nombre de personnes qui utilisent le transport public connu aujourd'hui, on est à peu près à 5,7. Voilà, mais ça peut, je préfère parler de 6. C'est pas plus juste de le moduler par rapport aux revenus des gens quand même? Alors, je pense que ça sera une des discussions. Mais la gratuité n'est pas le tarif solidaire. Aujourd'hui, on a une tarification solidaire avec un abonnement à 28 € qui permet un abonnement mensuel, mais pour certains, c'est encore beaucoup trop cher. J'ai eu l'occasion, grâce aux mesures de stationnement, et dans tout le moment où nous avons discuté avec les habitants, lorsqu'on a dit Strasbourg se retrouve en bas de chez vous, mais c'est ce que me disent mes collègues qui me rapportent leurs contacts et leurs conversations et leurs discussions avec les habitants. Il y a beaucoup d'habitants et on ne les entend pas d'habitude. Ils ne causent pas beaucoup. Ceux qui n'ont pas les moyens de terminer le mois, ce n'est pas les premiers à venir parler de leurs problèmes. Et aller vers eux, aller les voir, aller discuter avec eux, ça permet de mesurer aujourd'hui la problématique sociale. Donc moi, je me suis engagée à améliorer le pouvoir de vivre. Et c'est compris comme tel. Là, il n'y a pas de mauvaise compréhension. Les gens disent, c'est bien dans l'addition de tout ce qu'on paye en tarification qu'on peut effectivement mieux s'en sortir ou pas. Après, il y a la question aussi qu'on a déjà regardé, des 15 mètres cubes gratuits, 15 premiers mètres cubes. Là, ça va être compliqué parce qu'on n'a pas assez pour l'eau. On n'a pas assez de compteurs individuels. Donc, si on n'a pas les compteurs individuels, vous ne pouvez pas décider qu'à un moment donné, vous pouvez favoriser une gratuité. Par contre, et c'est là où, en fait, les mesures dites de pouvoir de vivre, il faut les adapter, 1, à la situation des gens, 2, et de la précarité ou du risque d'augmenter la précarité, et 2, il faut l'adapter à la situation qu'on a. Enfin, je veux dire, on ne peut pas dire simplement on va faire ça et ça va marcher. Non, il faut qu'on trouve une autre solution sur les 15 premiers mètres cubes gratuits. Est-ce que c'est sous forme de, entre guillemets, de chèque? Est-ce qu'on va rechercher les gens qui en ont besoin, qui ont besoin d'être aidés, et on va trouver la manière de procéder? Alors je dis chèque parce que c'est plus compréhensible, hein, c'est un peu entre guillemets, ce n'est pas un chèque financier, on est bien d'accord. Mais voilà, il faut qu'on trouve la méthode, puisque j'ai déjà un retour de l'analyse qui a été faite par le service. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces 3 premiers mois? On vérifie la faisabilité de toutes les dispositions de court terme que nous avons proposées dans le cadre de notre programme. Et il n'y en a pas une qui restera sans réponse. Ok. Vous êtes maire de Strasbourg et vous êtes également présidente de l'Eurométropole de
savoir un peu le cœur du réacteur, Catherine Trottmann. C'est quoi votre journée type? Comment vous faites pour gérer de front ces fonctions? Par exemple, le matin, votre première action municipale, c'est quoi? Vous lisez des notes qu'on vous a préparées ou vous appelez le premier adjoint ou qu'est-ce que vous... Voilà. Expliquez-nous un petit peu comment vous fonctionnez. Quelle est votre méthode? Alors, elle n'est pas encore complètement stabilisée, la méthode, parce que après, il faut. Bon, le cabinet va être bientôt complètement mis en place. Mon rythme est aussi fonction du rythme de l'administration. Donc, le lundi, c'est le jour municipal, le matin en particulier, avec le contact avec la direction générale des services, avec les collègues qui réfléchissent sur le fonctionnement de l'équipe et les points stratégiques. Le bureau, dans le temps on appelait ça un burex Oui, alors non, je n'appelle pas ça un burex. Vous voyez autour de vous que vous réunissez le lundi matin on a une liste composite avec des collègues qui ont rejoint l'équipe que j'avais constituée au point de départ. Et donc, je tiens à ce que nous ayons à la fois le respect de cette diversité et en même temps la coordination et la cohésion qui est nécessaire à une seule équipe. Donc, c'est ce qui se passe le lundi matin, avec en même temps les réunions de municipalité, de travail sur l'ordre du jour, des préparations de l'ordre du jour du conseil municipal. L'après-midi, c'est souvent les commissions plénières, mais pas seulement. Et puis, le reste, c'est pareil pour le vendredi, en fait. Le vendredi est un miroir du lundi, mais du côté de la métropole. Donc, de toute manière, c'est un jour qui était pour moi, à partir du moment où vous avez des responsabilités de vice-présidence, c'est aussi un jour neutralisé. Les lundis et vendredis, c'est des jours un peu sacralisés. Et pour le reste, ma journée, écoutez, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche dans la période. Et je travaille la nuit, c'est-à-dire j'essaye de me réveiller en ayant solutionné un certain nombre de problèmes. J'ai appris ça depuis longtemps. C'est-à-dire vous travaillez la nuit, c'est-à-dire c'est-à-dire que je m'endors avec une note que j'ai lue ou un problème, et je me réveille et je vois ce que la nuit m'a apporté. Et ça m'arrive de régler des problèmes comme ça, ouais, ça marche. C'est pour ça que je le pratique, c'est un exercice. Dans quel Voilà. état vous avez trouvé l'administration? Alors, l'administration, d'abord, c'est un grand service public auquel je suis très attachée, parce que je les connais bien. C'est en même temps un plaisir, je dois dire, de retrouver des personnes avec qui j'ai déjà pu cheminer, que ce soit dans la majorité ou dans l'opposition. J'ai tout de suite souhaité travailler avec Arié Adida, l'adjoint à la sécurité, sur les perspectives qui étaient liées à la police municipale, puisqu'on était en défaut de direction et de direction adjointe. Et quand vous avez un service de police municipale où il n'y a pas de directeur et pas de de directeur ou de directrice adjoint, il faut recruter et il faut avancer, parce que cette police a besoin d'être... Ils me l'ont dit, ils m'ont dit de quoi ils avaient besoin, d'avoir des consignes claires, d'être cadrés et d'avoir aussi une reconnaissance du travail fourni. Les 3 points sur lesquels nous avons acté une différence de pratique. Cadré, consignes claires, reconnaissance et connaissance du travail des policiers municipaux. Sinon, on leur demande tout et n'importe quoi. Et ils ne sont pas là pour tout faire, en fait. Ils sont là pour remplir les tâches qui sont nécessaires. Et c'est important aussi par rapport à la police nationale. Donc, je prends cet exemple-là, parce que ça, je m'en suis occupé, évidemment, immédiatement. Donc, on est en procédure de recrutement. Donc, conforter, renforcer les services qui en ont besoin, ça fait partie de cette période. Introduire un certain nombre de changements, c'est normal, pour être vraiment en mesure de porter les projets sur lesquels on s'est engagé, les mobilités, la conférence sur le logement, donc toute la problématique du logement, le climat, avec le renouvellement du plan climat et la dynamique économique avec le Conseil métropolitain de l'économie. Donc ce sont les piliers, et je rajoute, on ne peut pas dire que c'est un pilier, mais c'est une politique transversale qui impacte tout, c'est la dimension sociale. Et là, je peux dire que c'est une préoccupation. Je pense qu'il y a des services qui, aujourd'hui, n'ont pas tous les moyens humains dont ils ont besoin, que les mesures d'économie qui ont été prises, qui étaient de retarder le renouvellement des départs à la retraite ou de retarder les embauches,
a produit 2 effets négatifs. Un, la perte de mémoire, et donc une perte de compétences à transmettre. Et 2, un surcroît de travail pour ceux qui restent, qui les amène à une tension professionnelle que moi j'associe parfois à de la pénibilité dans le cadre du travail. Donc on n'est pas là pour faire souffrir les gens. Ce que nous avons donc décidé avec le premier adjoint, c'est d'abord de rencontrer tous les syndicats. Donc on a terminé notre contact avec l'ensemble des organisations syndicales, écouter ce qu'ils ont à nous dire. Ils vont avoir à l'automne des élections professionnelles, donc on va les laisser faire pendant cette période. Ils font leur campagne et leur démarche. Et après les élections qui auront eu lieu, on dressera l'agenda social sur le mandat avec les organisations syndicales et avec les différentes instances qui sont les instances paritaires. Donc ça, c'est prévu et c'est important. Et je le cite parce que, et merci pour votre question, parce qu'en fait, on ne travaille pas tout seul. On n'est pas là pour dire, bah, écoutez, voilà, on va faire ça, on va décider ça. Non, on a enclenché aussi dans les services un travail avec eux. C'est le cas pour tous les adjoints thématiques. Et en même temps, on a la remontée du terrain par les adjoints de quartier. Donc là, il faut trouver le moment où on s'ajuste. Mais sur la trajectoire de renforcement du service public, ça, il faut encore qu'on travaille un peu. Mais quand il aura été recruté. C'est-à-dire que là, on lance une procédure de recrutement. Non, c'est pas compliqué. Il y a déjà des candidatures spontanées, Yolande. Vous savez, il y a des gens qui ont envie de travailler avec nous. Voilà. Donc, voilà, après, il faut choisir un très bon profil. Mais je ne suis pas inquiète là-dessus. Le temps file un petit peu. Je vous propose qu'on parle de la partie un peu plus politique. On voulait faire un point aussi sur l'accord avec le bloc central. Est-ce que aujourd'hui vous êtes satisfaite de cet accord? Est-ce que vous le regrettez? Comment ça se passe? Bah, écoutez, ça se passe très bien, pour commencer, parce que tout le monde s'est mis au travail exactement dans un esprit qu'on a pu développer pendant la campagne, un esprit d'équipe. Après, il y a des personnalités. Mais ça, des personnalités, il n'y en a pas que dans le bloc central. Hein. Comment? Qui prennent la lumière. Vous avez des personnes qui sont plus extraverties que d'autres. Voilà. Le but pour moi, c'est d'arriver à garder l'équilibre. C'est pour ça que j'ai mes moments de régulation. Mais c'est la richesse d'une équipe. On ne peut pas tous être les mêmes, sinon ce ne serait vraiment pas drôle. C'est quoi vos moments de régulation? Les moments de régulation, c'est les réunions de municipalité, c'est les réunions d'adjoints, c'est les réunions d'adjoints de quartier, c'est les moments de réflexion stratégique. Je ne vous dis pas ce que je dis aux extravertis. D'ailleurs, ils ne le sont pas tout le temps. Ils ne le sont pas tout le temps. Non, ce que je fais et ce que j'ai pu réussir, et ça j'en suis contente, c'est d'avoir des combinaisons de responsabilités qui permettent de créer des grappes d'élus, ce qui amène un fonctionnement d'équipe par groupe, et ça amène mes collègues à travailler ensemble. Et ça, ils y ont un vrai plaisir, ce travail par grappe. Un exemple? Prenez par exemple le sujet Heineken. Le sujet Heineken, il rassemble Thibaut Phillips, parce qu'il y a une question de PLU. Il rassemble Étienne Westphal, logement, aménagement urbain, permis. C'est lui qui peut utiliser, par exemple, enfin peut, à ma place, disons, comme élu délégué, le droit de préemption. Donc il y a Étienne, mais il y a aussi Paul Meyer. Vous me direz, mais Paul Meyer, il est sur la ville. Oui, mais on est forcément sur des compétences qui sont complémentaires. Donc il est nécessairement aussi dans le circuit du travail sur Heineken. Après, la mobilité, c'est moi. Donc la mobilité, j'y suis. Mais c'est en même temps aussi une proposition de collège. Donc qui est-ce qui vient également dans la proposition de collège? Jean-Louis Hurlet, puisque c'est lui qui porte ce dossier par rapport aux besoins et à la demande de la collectivité européenne d'Alsace. Donc vous avez une grappe. Vous prenez la question de la SIG. La question de la SIG et des grandes infrastructures. Vous avez aussi une grappe. Elle est plus petite,
parce que ce n'est pas un projet urbain, mais c'est le duo Jean-Louis Hurlet, Grands Équipements Sportifs, et Jean-Baptiste Mathieu. Mais c'est aussi le premier adjoint, parce que c'est sur le territoire municipal, parce que ça concerne aussi les événements, les grands événements sportifs, et ça me concerne aussi, évidemment, comme exécutif des deux côtés. Et les centristes de votre accord sont intégrés? Et ça concerne l'adjoint de quartier, j'ai oublié de le citer, Pierre Jakubowicz. Donc on a une grappe qui... voilà. Satisfaisante, y compris avec les centristes. Oui, oui, parce que en fait, ce à quoi nous avons collectivement veillé, mais ce à quoi j'ai personnellement particulièrement veillé, c'est que les adjoints aient des secteurs qui leur plaisent, qui les motivent. Et ça, je suis vraiment contente d'avoir eu des retours, que ce soit y compris dans des présidences de sociétés. Si vous prenez le cas, par exemple, de Chantal Cutajar, elle est vraiment impliquée dans tout ce qui est environnemental et transition climatique. C'est elle qui pilote le plan climat. Et l'agence du climat, mais en même temps, elle préside OFEA. Et pourquoi elle préside OFEA? Parce qu'à OFEA, on a un chantier énorme qui est celui de la transformation thermique des bâtiments. Donc, entre sa responsabilité du plan climat et l'application directe du plus gros pourvoyeur de logement social, il y a une solution de continuité. Vous voyez, c'est aussi ce que j'ai cherché à combiner, parce que ça permet effectivement d'avoir des élus qui n'ont pas uniquement la conduite d'un grand projet, mais qui sont aussi les mains dans le concret de tous les jours. Et c'est comme ça qu'on va être efficace, en fait. Et comment on peut cumuler, par exemple, maire d'Ilkirch, vice-président des mobilités à la région, le premier budget, je crois, de la région, oui. Et puis encore vice-président à l'Eurométropole. Alors je ne parle même pas du côté LR plus PS, ça c'est encore un autre sujet, mais comment on... Ouais, ça c'est transpartisan, LR plus PS. En fait, on fait pas de l'assimilation politique. On pratique tout simplement une démarche qui avait été initiée à l'époque, du temps de Roland Ries, Robert Herrmann avec Yves Bure, mais que nous avons discuté autrement et renforcé avec les présidences déléguées. Et les présidences déléguées sont en même temps des présidences des deux groupes qui suivent en importance et en nombre le groupe auquel j'appartiens, qui a été formé par les socialistes et apparentés. Et donc, Catherine Greff-Eckert a un groupe important de maires, c'était déjà le cas avant. Et Thibaut Phillips a aussi un groupe important formé de maires et d'adjoints au maire. Mais si vous regardez, en fait, on est un tripode, on est un trépied en quelque sorte. Et le quatrième pilier, c'est notre projet, c'est notre pacte de gouvernance. Ce qui est plus nouveau, c'est l'alliance au niveau municipal entre les socialistes oui, et les centristes. Oui, mais c'est une alliance qui a été faite parce qu'elle était assez évidente après le travail que nous avons fait dans l'opposition et sur le tram Nord avec Pierre Jakubowicz. C'est-à-dire que c'est une expérience que nous avons partagée. Et vous avez besoin des 5% de Pierre Jakubowicz pour gagner? Moi, je voulais la possibilité de montrer qu'on peut rassembler sur un projet. Voilà. Et je savais que c'était possible, parce que si vous regardez les références à ce que j'ai pu proposer à un moment donné dans le projet de Pierre Jakubowicz, vous voyez que c'était compatible. Et pas, à part la couverture de la M35, mais je veux dire, il y a énormément de compatibilité, mais ce n'est pas étonnant, parce qu'on a établi une relation dynamique sur les questions municipales. Et je vais vous dire quand même, moi j'appelais ça le couloir des damnés, avoir été traité comme on a été traité dans l'opposition, c'était quand même particulièrement désagréable. Et ça finit, comme on était dans le même couloir, y compris avec Jean-Philippe Vetter, ça crée des occasions de discussion et de partage de votre mauvaise situation. Mais vous pensez aussi à ce que vous n'allez pas faire de la même manière et ce que vous pourrez peut-être proposer de mieux dans une autre période, ce que j'ai pu faire. En 3 blocs actuellement. Si on reprend les résultats des municipales 37, 31, 32, 31. Voilà. Oui, enfin... Vous savez, c'est un résultat à un moment donné. Moi, si j'écoute les gens,
j'ai fait carrément 70% de l'électorat, vous voyez, de votants, parce que les gens vous disent toujours qu'ils ont voté pour vous, même quand ce n'est pas tout à fait vrai. Et comme vous avez gagné, c'est extraordinaire, comme d'avoir gagné vous permet d'avoir beaucoup plus d'électeurs. Donc, moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'en fait, les gens... Non, on est dans un moment... C'est problématique, d'ailleurs, parce que moi, j'appelle ça le retrait civique. Les gens sont tentés de ne pas aller voter. Et moi, là où je suis contente, c'est que pour les élections municipales, ils ont voté. Après, cet accord que j'ai passé avec Pierre Jakubowicz, avec les centristes, beaucoup de gens m'ont dit, c'est ce qu'on attend aussi à un moment donné des politiques. Quand on n'est pas bien et qu'on a un problème comme celui qu'on a sur les finances, sur d'autres sujets, on puisse aussi se dire, il y a un projet qui rassemble. Et moi, je peux me permettre cette liberté. Et vous avez remarqué d'ailleurs que comme j'avais gagné aussi, avec ma liste, mon chef de parti a trouvé que tout à coup, j'étais redevenu très socialiste. Vous allez dupliquer ça au sénatorial. Oui. Bien compris. Oui. C'est la bonne stratégie. Donc, Bernard Richard-Dupez, Mais UDI, la troisième horizon. je ne suis pas là pour répondre à la place de Pernelle Richardot. Mais ce qui est certain, c'est que toutes les lignes bougent et qu'il y a une donnée qu'on doit bien prendre en compte. On a besoin d'avoir des familles politiques qui permettent de former, de discuter, de proposer une vision de la société. Mais regardez aujourd'hui les partis qui sont capables de faire tout ça et de proposer une vision de la société. Mais vous n'avez pas peur que justement on n'arrive plus à lire complètement ces lignes, que certains électeurs ne se retrouvent plus forcément... Écoutez, personne ne m'a demandé si je n'étais plus socialiste. Donc ça, c'est absolument clair. Ça fait des années que j'ai la même conviction et que je défends les mêmes valeurs. Dire que je ne suis pas déçu de mon propre parti, ça, je mentirais si je le disais, que je ne suis pas déçu. Je suis déçu. J'ai vécu des moments beaucoup plus mobilisateurs, beaucoup plus intéressants, beaucoup plus riches en débats et en perspective aussi de politique. Et je pense que nous avons besoin de ça. Mais nous avons besoin aussi de ne pas être le nez sur le guidon au dernier moment, à être obligé de voter pour un candidat parce qu'on a peur que le candidat de l'extrême droite puisse être élu. Moi, j'explore, c'est vrai, d'autres hypothèses et d'autres possibilités. Voilà. Et en Alsace, ou même dans le Grand Est, je pense que ça n'est pas inutile de le faire. On a la modestie de considérer qu'on ne peut pas se substituer aux autres. Mais quand il s'agit de pouvoir réparer, redresser, apaiser, c'est mieux quand on ne l'impose pas et quand on peut le réaliser avec une diversité de prise de position ou d'opinion. Mais vous seriez prêt, si vous ne trouvez pas le candidat de gauche qui fasse ça, vous pourriez être candidate vous-même? Non. Non, non. Non. C'est, Vous êtes apparu là dans un sondage, là déjà, non? oui, j'apparais dans un sondage. Vous êtes dans la 20e position. En 20e position, oui. Politique française. Oui. Vous montez, vous étiez Oui, je 25e. monte, je monte. C'est mieux de monter aussi. Vous avez vu l'éclairage public, le stationnement. Non, je blague, mais ceci dit, c'est vrai que moi, ce qui m'a sidéré, mais c'est une leçon, c'est de voir sur Instagram le succès de la vidéo sur le stationnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sont obsédés par le lendemain, par leur situation de pouvoir d'achat, de pouvoir de vivre. C'est ça qui les obsède aujourd'hui. Il y a des gens qui m'ont dit dans la rue, bon, on est content parce qu'au moins, vous avez compris ce qui ne va pas pour nous, ce qui nous taraude en quelque sorte. Et c'est de plus en plus de gens, vous le voyez bien. Vous avez, c'est aussi ça qu'on répond. Quand vous prenez par exemple les personnels soignants, il y en a plein qui ont déménagé. Trop cher de vivre à Strasbourg. Logement, le loyer est trop cher, pas assez de logement social. Quand vous voyez la crise du logement, c'est une crise sociale. Ce n'est pas une crise simplement pour se loger. Quand vous dépassez 30 000... On va quand même revenir sur la question basique. Non, mais pour les sénatoriales, je vais soutenir Pernelle Richardot. Oui, et sa liste. Mais vous savez qui seront les candidats? Mais pour l'instant, les candidats déclarés... Il y en a beaucoup trop déjà. Mais moi j'attends. Il y en a beaucoup trop. Je constate que tous veulent être photographiés à côté de moi.
Ça, j'ai un carnet de balles qui est bien rempli, vous voyez, c'est vraiment, ils sont là, oui, et là, est-ce que je peux passer, est-ce que je peux vous voir, est-ce que vous pourriez... Hein. Donc moi, je me dis, bon, voilà, j'investis pour l'avenir. Il y en a bien un de ceux-là qui va peut-être être élu. Même Édouard Philippe pourrait... Oh, il ne m'a pas encore demandé un rendez-vous. Mais ça ne saurait tarder. Non, je blague. On va peut-être Je blague. passer aux questions dans la salle si quelqu'un avait. Bonjour Madame la Ministre, Madame la Présidente, Madame la Maire. Vous avez un sacré bagage et je vous en félicite. Moi, c'est plutôt, on a moins parlé de ce thème lors de la conférence de presse, parce que je suis franco-allemande, je suis présidente d'un cercle économique également transfrontalier supérieur. Et je voudrais connaître votre position, parce que vous avez beaucoup, c'était la chose qui m'est apparue quand je me suis installée à Strasbourg en 2090, travailler sur l'Europe. Vous êtes une européenne, encore plus européenne que les binationaux, je dirais. Et je voudrais savoir si vous pensez que la bataille du siège est définitivement gagnée, puisque vous êtes beaucoup battu pour cela. Vous avez beaucoup structuré d'ailleurs la position européenne de Strasbourg, qui absolument envers vous une dette, je pense, immense par rapport à ça. Et je voulais savoir si vous pensez que maintenant cette question est effectivement de l'ordre du passé, puisqu'il y a François Gabriel aussi qui occupe un poste assez régulier, enfin, qui laisse présager effectivement une stabilité à ce niveau-là. Et je pense aussi que les Verts au Parlement européen sont moins puissants et moins ceux qui contestaient beaucoup cette position. Voilà, donc je m'adresse à Catherine l'Européenne. Alors, concernant la question du siège, moi j'ai appris par expérience que ça n'est jamais fini, puisque on n'a jamais tranché définitivement. On a toujours 3 lieux de travail et un siège qui est Strasbourg. Donc, conforter le siège de Strasbourg, ça reste pour moi une obligation première. Le contrat triennal, il y a 2 sujets que j'y inscrit. Le premier, c'est le statut de l'aéroport. Et je plaide pour que, enfin, on ait une décision positive concernant le changement de statut fiscal, puisqu'aujourd'hui, notre aéroport est soumis à une concurrence très agressive sur le prix des billets par l'aéroport voisin de Baden, et avec un statut différent aussi de celui de Bâle-Mulhouse. Autrement dit, nous, on ne peut que connaître un déclin annoncé et une réponse du coup problématique pour tous les transports que nous devons pouvoir assurer vers les capitales européennes si on n'a pas un aéroport qui marche, je dirais, de manière normale. Donc mon argument, il est simple, il est de dire aujourd'hui, ça coûte très cher à l'État et ça coûte très cher aussi aux collectivités de financer le déficit d'obligations de service public dans les vols, par exemple, vers Munich ou ailleurs, alors que si on avait un aéroport qui peut s'aligner sur les tarifs des aéroports voisins, on aurait au fond une réponse commerciale qui serait de même niveau. Et d'ailleurs, on montre qu'on est utile aussi, puisque à l'heure actuelle, il y a des vols qui viennent s'implanter, pour combien de temps, je ne sais pas, mais parce qu'il y a des travaux sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse qui ne peut plus accueillir certains vols, qui viennent du coup être pratiqués chez nous, à Strasbourg-Ensem. Donc l'aéroport, pour moi, c'est une des clés du prochain contrat triennal. 2027-2029, qui est voilà. en cours de négociation. Qui est en cours de négociation, c'est... Voilà, on a encore un comité de pilotage, mais on a eu une réunion interministérielle. J'y inscris la gare. Et j'ai demandé donc que la gare soit vraiment un élément très important de la vocation européenne de Strasbourg, parce que nous sommes un des points d'interconnexion majeurs en Europe sur tous les modes de trafic. Donc on a besoin vraiment d'avoir une reconnaissance ferroviaire extrêmement forte et augmentée en trafic ferroviaire aussi pour éviter d'utiliser trop l'avion par ailleurs. Bon. Donc la réponse par le fer est aussi importante. Les autres points, c'est quoi ? Nous sommes donnés comme objectif d'avoir à la fois un retour de la voie de Strasbourg
sur les grands sujets, sur les droits humains, sur les processus de paix, sur la coopération des villes, la diplomatie des villes, et je reprends mon bâton de pèlerin, villes jumelles, rencontre avec les maires des villes équivalentes. Par exemple, j'ai rencontré la semaine dernière le maire de Bruxelles, et nous sommes tombés d'accord pour trouver l'occasion de réunir un certain nombre de maires de villes qui accueillent des organismes ou des institutions européennes. Qu'on n'ait pas uniquement les trois, Luxembourg, Bruxelles et Strasbourg, mais par exemple aussi Francfort, qui accueille la banque, par exemple aussi La Haye, qui est une ville fortement impliquée et qui a joué un rôle dans l'histoire européenne, etc. Donc je suis en train de prendre ces contacts pour replacer Strasbourg dans le concert des villes et dans la diplomatie des villes. Mais c'est en même temps aussi, et la conférence qui va être organisée notamment par Europa Nova en octobre, sur le thème de la puissance européenne, c'est une conférence qui nous implique avec cet angle-là, cet angle à la fois des villes, cet angle citoyen. J'espère aussi pouvoir réunir quelques femmes qui montrent qu'on peut aussi être des femmes quand il s'agit de réfléchir sur des modalités de gouvernance ou de puissance un peu différents du machisme ambiant. Et donc, je dis machisme ambiant, vous voyez à quoi je fais allusion, hein, aux méthodes Trump et autres qui sont aujourd'hui en train de démolir la construction qui a été menée sous l'égide des Nations Unies de ce multi-partenariat entre pays dans une diplomatie ouverte et impliquante. Donc moi, je suis une militante de la coopération et je suis une militante des politiques publiques européennes, parce que je pense que nous en avons besoin. C'est la raison pour laquelle je me suis consacré 12 ans aux politiques de mobilité à grande échelle dans la coopération avec la DG Move. J'ai une petite question incidente sur ce sujet. Vous avez été animatrice du corridor du transport mer du Nord Baltique. Est-ce que vous l'êtes encore Alors, je m'arrête à la fin du mois de juillet. Je termine mon dernier rapport qui sera à la disposition de la personne qui va me succéder. Mais voilà, mes amis ne sont jamais très loin puisqu'ils m'ont proposé de venir à Strasbourg pendant les journées des mobilités au mois de septembre et donc de faire quelque chose avec moi. Donc je continuerai à être lié. Un bon exemple, j'ai travaillé sur la longue ligne ferroviaire qui traverse l'Ukraine entre Lviv, Kiev et Kharkiv et Mariupol. Mais j'ai proposé au maire de Kharkiv, que j'ai rencontré tout de suite après mon élection, de travailler avec lui et avec la région Grand Est, puisque la région Grand Est a une coopération avec la région de Kharkiv. Donc, je peux mettre à profit, y compris dans le transfrontalier, ce qui a été patiemment construit. Mais je pense que un des débats politiques qui va être vraiment un débat politique important, c'est de défendre le parlementarisme. C'est de défendre le rôle des assemblées parlementaires, que ce soit le Conseil de l'Europe ou le Parlement européen. Les contacts que j'ai eus avec les secrétaires généraux, les présidents des assemblées, me montrent que nous pouvons, à Strasbourg aussi, être des interlocuteurs actifs et démonstrateurs du rôle essentiel que joue cet édifice démocratique qui passe par le parlementarisme. Nous sommes la capitale parlementaire de l'Europe. Et comme nous sommes la capitale parlementaire, nous sommes là où s'édicte le droit. C'est-à-dire que nous avons ce lien intrinsèque et fort avec la Cour européenne des droits de l'homme. Et ça, il faut le refonder en permanence et le démontrer dans les quartiers, auprès des habitants, auprès des jeunes, auprès des écoles. Voilà. C'est aussi ça, le but qui est le nôtre, c'est de le faire. Et donc, on parlait tout à l'heure avec François Wolfermann de Malraux. Voilà un sujet. Alors, ce sujet, je suis arrivé à la mairie, je n'avais pas prévu d'avoir à le traiter tout de suite et très directement.
mais j'ai vu la petite fille de Malraux qui me disait mais on ne peut pas imaginer de commémorer la disparition de Malraux sans que Strasbourg et l'Alsace soient fortement impliqués. Et donc voilà, on est aussi dans des réajustements de programmation. Moi, j'ai fêté les 40 ans du ministère, les 30 ans à l'époque, qu'il avait créé. Mais mon père était... pardon ? Ministère de la Culture, mais mon père était dans la brigade Alsace-Lorraine. Voilà. Donc Malraux, c'est un personnage. C'est aussi le père Bockel, on en parlait. Voilà. Donc voilà. Mais en même temps, c'est une histoire européenne. C'est une histoire française et c'est une histoire européenne. Parce que c'est l'histoire de conflits. D'abord la guerre d'Espagne, ensuite la Deuxième Guerre mondiale. Mais c'est aussi un choix ensuite qui est celui de la reconstruction et de la place de la culture dans la reconstruction. Et quand moi je dis, par exemple, que je veux remettre la ville en mouvement par la culture et par le sport, alors ça fait plaisir à Pierre Jakubowicz, par exemple, et à Jean-Baptiste Mathieu aussi, mais c'est pas pour rien. C'est-à-dire que c'est les moments, c'est les événements qui rassemblent des gens d'origine, de statut social, d'expériences complètement différentes. Et l'Europe, c'est ça aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, on va prendre les deux. On va essayer de faire court. Allez-y. Oui, pas de micro. Bonjour Madame la maire, Adrien Vicente de l'agence France Presse. Vous avez évoqué la politique de stationnement avec une baisse des tarifs de stationnement automobile. Il y a, c'est en lien avec ce que vous avez promis quand vous étiez candidate. Il y a des gens qui interprètent votre politique comme une remise en cause de la dynamique moins de voitures, plus de vélos, qui était menée jusqu'ici, tout bord politique confondu d'ailleurs. Donc est-ce que c'est remis en cause ou est-ce que on doit voir tout ça comme des ajustements techniques ? Alors, je vais vous répondre, c'est une mesure sociale, comme d'ailleurs la gratuité pour les plus de 65 ans. Nous avions un tarif général de stationnement payant du temps de l'ancien mandat qui était à 15 €. Ce tarif est devenu, avec l'ancienne municipalité, le tarif de référence sociale. D'accord ? Quand j'ai travaillé sur les risques de surendettement par augmentation, c'était à l'époque de la ZFE, il n'y avait pas encore ces discussions sur le tarif de stationnement. Je peux vous dire que pour un revenu, pour des ressources à hauteur de 2 000 €, et ça c'était avant Covid, il suffisait de 40 à 50 € quand vous aviez déjà des charges de loyer, etc., les enfants et tout, pour basculer dans le surendettement. Pourquoi ? Parce que le budget transport est le deuxième budget des ménages. Donc si vous jouez, et comme on a tout augmenté en même temps, c'est-à-dire le stationnement plus le tarif de transport public, les gens se sont retrouvés avec des montants et des sommes extrêmement importants. Donc c'est d'abord une mesure sociale. 5, 10, 20, c'est effectivement plus de 2 millions d'euros restitués en pouvoir d'achat, ce qui correspond à entre 120 et 240 € à l'année qui sont restitués aux gens. Quand j'écoute les personnes qui me parlent de ça, ça ne change rien par rapport à leur approche. Parce que le problème quand vous avez un véhicule, c'est de le mettre quelque part, c'est de le garer. Si ça fonctionne mal, si c'est exorbitant, ça gêne les gens et il y en a qui déménagent. Et donc, c'est pas ce qu'on cherche. C'est pas de faire déménager les classes moyennes ou les classes moyennes basses. C'est pas ça qui change la politique du vélo. La politique du vélo, c'est moi qui l'ai introduite de manière massive dans la ville. Donc, je pense qu'on ne peut pas me soupçonner de vouloir arrêter, contrairement à ce qui a été dit, la politique du vélo. Mais je pense qu'il y a des choses qu'il faut reprendre, oui, dans la sécurité des carrefours, dans les conflits piétons-cyclistes, parce que j'estime que de temps en temps, les cyclistes sont en danger, mais qu'il y a aussi des problèmes de comportement des cyclistes vis-à-vis des piétons. Et donc, à un moment donné, le partage de l'espace, il va falloir s'y atteler, parce qu'on a aussi beaucoup plus de gens qui marchent et beaucoup plus de gens qui utilisent le vélo. Donc, on a un espace qui n'a pas bougé, mais beaucoup plus d'usagers. Donc, voilà, c'est... Productif dans les stratégies de décarbonation des transports et de la ville. Non, non. Non, parce que le stationnement horaire va continuer d'être conçu comme un stationnement qui oblige à la rotation.
on va multiplier les places violettes, mais ce qu'on a par exemple fait en supprimant les 35 €, bah, c'est éviter que les gens restent plus longtemps que les 3 heures ou les 4 heures, parce que c'est moins cher de payer 17 € que de payer les 35 quand vous êtes à plus d'une minute. Donc, à un moment donné, une politique tarifaire qui ne marche pas ou qui est injuste, vous la corrigez. Donc, elle est corrigée. La politique entre le midi et 2, là, que les restaurateurs réclament la gratuité, le retour à la gratuité. Oui, mais ça fait partie de la prochaine étape, c'est de savoir comment on bouge sur les places violettes et les tarifs horaires, de manière à pouvoir effectivement permettre à ceux qui ont besoin de pouvoir se rendre quelque part. Alors, il y a tout le débat sur les restaurants et l'activité de restauration à Strasbourg. On n'avait pas trop l'intention de revenir sur la gratuité entre midi et 2. Par contre, il y a d'autres mesures sur lesquelles on discute avec les représentants des restaurateurs, y compris d'ailleurs en fin de semaine. Donc là, on ne veut pas non plus créer des effets d'aubaine ou des effets de distorsion. Donc une politique tarifaire horaire, elle met un peu plus de temps à être affinée parce qu'il y a un temps de concertation plus important selon les zones, selon les besoins, selon les quartiers, et pour éviter effectivement qu'à un moment donné, on ait des effets négatifs sur la limitation de la voiture. Mais qu'est-ce qui va permettre aux véhicules d'être moins nombreux dans l'usage? C'est déjà la tarification du transport public. S'il est moins cher que la voiture, il est attractif. 2, c'est sa rapidité et sa fiabilité, c'est-à-dire sa cadence. Et là, franchement, il y a quelques, je dirais, améliorations à faire. La cadence des trams et des bus, c'est réduite. Mais ça veut dire aussi que, par exemple, quand vous faites des aménagements, où de tourner devient un problème pour les pneus des bus, parce qu'il n'y a pas assez de rayons pour tourner, ce qui est le cas aujourd'hui avec les aménagements récents. Hein, passer les pneus sur les petits murets là, qui vous séparent la voie de circulation routière de la voie cyclable, et vous regardez le budget pneus de la CTS, et vous aurez compris. Moi, j'estime que ça, par exemple, ce sont des dépenses indues, parce que c'est un problème de conception, et c'est un problème qu'on a voulu ne pas voir, parce qu'on a eu un choix idéologique. Et en faisant un choix idéologique, eh bien, on a entraîné des dépenses supplémentaires et des inconvénients pour les conducteurs. Parce que c'est eux qui se font sanctionner si ils ont des pneus qui claquent. Donc voilà, c'est ça que je veux reprendre aussi. Hein. Donc on n'est pas du tout au contraire. Et ce que je vais faire sur la M35, vous verrez, moi je n'ai pas peur. J'ai le courage de le faire. Cette municipalité n'a pas eu le courage d'aller assez drastiquement sur la transformation de la M35, ce qui était effectivement demandé et exigé dans les mesures nationales de réduction de la pollution atmosphérique. Alors on va prendre La question là-bas. Elle est toute simple. Vous avez mis en cause la sincérité des 2 derniers budgets. Oui. Est-ce que vous allez saisir la Chambre régionale des comptes? Je n'ai pas besoin de la saisir, elle s'est saisie toute seule. Bah oui, bien sûr. La Chambre régionale a alerté sur le niveau d'endettement et les années de désendettement. Elle a dit attention, vous êtes en train d'arriver dans le rouge et vous y serez en perspective, c'est 2027 ou 2028. 2027 pour la ville, 2028 pour la métropole. Ça, c'est les rapports d'analyse. Mais ça, c'est la Chambre régionale des comptes. Sincérité, c'est quand même un mot fort. Non, l'insincérité, je l'ai dit par rapport au plan de pluriannuel d'investissement. Et la Chambre régionale l'a souligné en disant qu'il y avait en fait des investissements très nombreux et très importants qui ne seraient pas réalisés, mais qui, restant inscrits dans le PPI, justifiaient l'endettement. Et sur la sortie du Grand Est? Ah ben ça n'a rien à voir avec la dette. Non, mais j'ai un budget pour faire un cavalier. Justement, je crois que vous avez rencontré Frédéric Bierry Oui. pendant plusieurs heures, je crois même. Plusieurs heures. 2 heures et demie. 2 heures et demie. J'étais pas trop loin. De quoi avez-vous parlé? Alors, Est-ce qu'il vous a convaincu? Vous n'êtes pas très partisane de la sortie du Grand Est. Est-ce qu'il vous a convaincu? non, moi, ce que je revendique, et ce que je lui ai expliqué, mais il le sait, c'est que je pense qu'on ne rentre pas et on ne sort pas comme ça sans analyser les conséquences que ça peut avoir.
Et je l'ai d'ailleurs écrit aux députés quand il y a eu la PPL qui est arrivée dans le débat à l'Assemblée nationale. Je dis, n'oubliez pas qu'il y a une ville et une agglomération qui a un rôle particulier, qui est d'être capitale de l'Alsace, de la CEA, et capitale du Grand Est. À moins qu'on m'explique qu'on n'est plus capitale de rien du tout, mais l'avis des Strasbourgeois, il compte aussi. Et les responsabilités qui nous sont confiées ou imposées, ça dépend des cas, c'est pas rien non plus dans ce débat. Or, vous aurez remarqué qu'il n'en est jamais question. Jamais question. Donc, moi, ce que j'ai demandé à Frédéric Biri, c'est que, d'abord, sur les sujets qui nous réunissent, la programmation des collèges, c'est de ça dont on a parlé. Pas beaucoup, enfin un petit peu du Grand Est, parce pour constater qu'on n'a pas exactement la même vision. Moi, je dis très bien, on peut entendre, mais je pense que ça ne doit pas être l'occasion d'un fractionnement du territoire national. Il faut qu'on sache ce qu'on enclenche et quel est le projet derrière. Sortir du Grand Est, j'entends que c'est ça qui est un objectif partagé par un certain nombre de personnes. Quand je dis quel est votre projet derrière, être sorti du Grand Est, je dis d'accord, oui, il faut en sortir, on est sorti, et après, qu'est-ce que ça donne? Quel est le projet politique derrière? Moi, je pose juste cette question. Quel est le projet politique? Quel impact? Quel impact sur nos voisins? Quel impact par rapport à nos amis de l'autre côté du Rhin? Plus au nord. Enfin, on est en Europe. On a aujourd'hui un travail qu'on fait à différentes échelles. Le transfrontalier, pour moi, c'est pas accessoire, c'est aussi une configuration territoriale solide. Et moi, je demande juste que là-dessus, on soit au clair. Et justement, votre premier adjoint, Mathieu Kahn, semble considérer que si l'Alsace devait sortir du Grand Est, il serait partisan d'un scénario comme à la lyonnaise, où la métropole récupère les compétences départementales et en gros sort administrativement de future région. Moi, je ne répondrai pas à cette question parce que c'est chaque fois perçu comme une menace. Ce n'est pas une menace. Non. 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 On a parlé depuis très très longtemps d'un district européen. Est-ce que vous aimeriez de nouvelles compétences pour l'Eurométropole? Écoutez, moi j'ai déjà beaucoup à faire avec ce qu'on a. Moi, mon problème, c'est l'argent, si vous voyez ce que je veux dire. C'est de pouvoir exercer les compétences avec les moyens. Et je constate que depuis la réforme du financement des collectivités territoriales, on n'a plus assez d'indépendance dans la décision d'organiser nos finances. Comme seule fiscalité, on a la taxe foncière, ce qui est peu et pas très juste. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il y a des sujets qui sont vraiment des sujets urgents. C'est comment est-ce qu'on finance nos compétences, parce qu'on l'a vu, par exemple, le ralentissement des ventes immobilières, ça a fait chuter complètement les recettes de la CEA. Et donc moi, dans la discussion que j'ai eue avec Frédéric Biri, on a vraiment parlé de nos recettes et de notre coopération, par exemple dans le domaine social, sur la délégation sociale, etc. C'est ça qui a pris du temps. Une délégation de compétences où vous assurez les compétences. Mais on a déjà une délégation de la part de la CEA. Après, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de tout exercer dans de bonnes conditions? À quel prix? C'est vraiment une discussion qu'on va continuer d'avoir, parce qu'il faut qu'on fasse un état des lieux sur la délégation sociale, sur les compétences aussi du département et ses décisions, en quoi elles nous impactent. Moi, ce que je demande, c'est bien sûr qu'on regarde que les habitants de l'Eurométropole soient traités de manière équitable par rapport à tous les autres habitants qui disposent des services publics de la CEA. C'est une prévention ou vous considérez que ce n'est pas le cas? C'est quelque chose que vous... Mais non, ça fait partie de ce qu'on va analyser ensemble pour voir exactement où on en est. On a décidé de travailler chacun sur les mêmes sujets de manière à se retrouver à la rentrée pour poursuivre la discussion et voir comment on s'ajuste sur la suite de notre coopération. Et sur le contrat triennal,
Ouais, j'attends encore l'une ou l'autre réponse, mais je dirais il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Il nous reste quelques minutes. Joseph, pour Stras TV, je voulais vous poser une question sur un sujet un petit peu épineux, c'est celui du campement Crimery. Oui. Comment on fait pour arrêter de mettre des pansements sur cette situation et plus largement pour tous les familles qui vivent dehors à Strasbourg? Alors, c'est un sujet en plus d'actualité puisque la canicule est particulièrement pénible pour les personnes qui sont dans ce campement. C'est une priorité dont j'ai discuté avec le préfet en demandant qu'on puisse traiter les groupes et les familles de manière à leur offrir une solution durable de logement. Ça prend un peu plus de temps que le fait de vider le camp, mais on sait que quand on vide un camp, en fait, il se reconstitue ailleurs et pas toujours dans les bonnes conditions. Donc aujourd'hui, il y a une analyse de la situation des différentes personnes qui sont installées aux Crimeries. On connaît à partir de là les urgences, les situations urgentes qu'il faut pouvoir traiter. Et ce dont nous avons... Alors, on avait convenu de cette démarche avant la canicule, donc là, on a été un peu pris de court, mais chacun vient avec des solutions qu'on peut proposer temporaires ou plus durables pour ce campement qui est une priorité dans sa résorption. Et moi, je préfère qu'on travaille vraiment sur l'ensemble des réponses qui sont apportées. L'État a constaté qu'il avait des personnes, des familles qui étaient depuis très longtemps logées dans des hôtels, par exemple, ce qui n'est pas une solution. Et moi, j'ai décidé aussi de changer de vision, c'est-à-dire de ne pas traiter, on parlait des demandes de logement social, de ne pas traiter le logement social comme une logique de stock, c'est-à-dire combien on a de demandes, combien on offre. La logique de stock ne permet rien du tout. On a vu qu'on a passé en un mandat d'une réponse pour 4 demandes à une réponse pour 8 demandes. Donc aujourd'hui, on a multiplié par 2 le temps d'attente pour accéder à un logement social, multiplié par 2. Donc la moyenne, c'est 28 mois pour avoir une réponse. Et ce faisant, on ne dégage pas de logement pour l'urgence. Donc il faut qu'on arrive à avoir une logique de flux, c'est-à-dire d'accélérer la mutation à l'intérieur du parc de logement social, pouvoir mobiliser une partie de notre patrimoine municipal. Donc là, on est en train de faire le bilan. On avait demandé la publication, enfin la présentation publique du patrimoine municipal pour voir comment il était utilisé et s'il y avait des possibilités de mobilisation pour des personnes en vulnérabilité ou des personnes sans domicile. On est en train de faire cette opération de recensement avec Habitation Moderne et avec les services de la métropole, et on le rendra public, bien sûr, parce que on doit pouvoir répondre. Alors, il y a eu des mesures qui ont été prises de reconduite de logements temporaires dans des écoles ou dans des hôtels pour éviter que les gens soient à la rue. Là, les solutions sont recherchées famille par famille. Les associations sont inquiètes et elles ont raison. Mais moi, je souhaite, par la construction de ce que j'appelle les petits villages, c'est-à-dire du logement intermédiaire, apporter une solution plus durable à ces familles, à ces personnes en précarité. Ça peut être aussi, d'ailleurs, des personnes retraitées. Ça peut être, à certains moments, des étudiants qui n'ont pas trouvé à se loger. On a besoin d'un volant d'habitation intermédiaire qui peuvent être mobilisés. Alors, on a appelé ça les tiny house, on peut appeler ça des petites maisons en bois. Bon, moi, j'avais proposé ça déjà à Madame Chevalier, à l'époque où il y a eu tout ce contentieux entre l'État et la ville. Je pense qu'on a perdu énormément de temps. Et pour avoir donné tout un dossier à Madame Chevalier sur toutes les possibilités qui existaient, de trouver ces petites maisons, soit en algéco, soit en construction de bois, elle m'a dit, mais ça va, je connais. Mais parce que moi, je me suis inspiré de l'Allemagne, voilà, quand il y a eu les réfugiés syriens. Et j'ai visité ces espaces-là qui sont impressionnants quand même.
et qui ont fonctionné, et certains sont devenus du logement intermédiaire ou du logement social, si c'est bien fait. Mais certaines de ces petites maisons, elles sont faciles à construire et faciles à déplacer. Et donc, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on repère tous les sites où on peut mobiliser du foncier pour en installer et avoir quand même un minimum de services. C'est-à-dire les lieux où on peut avoir des consultations médicales, les lieux où on peut apprendre la langue, des lieux où des associations peuvent venir rencontrer les personnes, etc. Donc des lieux plus civilisés que simplement de l'hébergement. Parce que ce que je trouve quand même problématique dans le débat sur l'hébergement d'urgence, c'est que pour moi, l'hébergement d'urgence, c'est juste être un peu moins pire dans la situation des personnes. Mais ce n'est pas non plus une solution durable. Donc à un moment donné, il faut apporter des solutions. Moi, je vois des gamins qui sont sous tente et qui vont à l'école propre, avec leur matériel scolaire. Et je mesure ce que ça représente pour les gens qui les soignent, qui les préparent, etc. Quand on a décidé qu'on allait proposer ces places dans les loisirs d'été pour ces gamins, on sait très bien qu'il faut aller voir, il faut aller les chercher, il faut aller discuter avec les parents. On fait ça avec les associations, parce que ce n'est pas évident non plus qu'eux soient informés, connaissent ce circuit-là. Et en fonction de cette expérience, on verra si on la généralise ou pas. Pour avoir... voilà. C'est un sujet qui mériterait une rencontre complète, en fait. Mais on arrive, oui, bien sûr. On arrive bien au sûr. terme de notre... Merci beaucoup aux journalistes. Donc j'avais encore une question. Vous avez décidé Yolande. de superviser les relations avec les cultes. Superviser, je ne supervise pas, moi. C'est une question, parce qu'il y a Étienne Loos, mais il y a vous. Oui, on travaille ensemble sur la question des cultes. Je pense que c'est bien de le faire. J'arrive dans une situation où, en fait, j'ai constaté que plein de dossiers de mosquées étaient bloqués, que la confiance et le dialogue avaient été en partie abîmés, voire rompus, et que nous avons beaucoup d'inquiétudes dans certaines communautés, et que globalement, le sentiment, ça a été qu'on avait un peu monté les religions les unes contre les autres, ou les mosquées, ou les églises, ou les... voilà, bref, la communauté juive de Strasbourg. Donc il y a une attente qui s'adresse directement à moi. J'ai fait suffisamment longtemps dans ma jeunesse des études de théologie pour savoir que la religion peut donner le meilleur et peut donner le pire lorsqu'elle devient revendiquée par des extrêmes radicaux. Et je pense que c'est toujours un risque. Et donc c'est la raison pour laquelle, quand je parlais d'apaisement et de réparation, je crois qu'il y a vraiment un dialogue interreligieux à réparer. Et en même temps, à faire travailler un service dans des conditions, là aussi, de fiabilité, de confiance, qui permet à chaque culte de savoir qu'il est traité à égalité avec les autres. Voilà. Donc, je dois en être garante, et donc j'en suis garante en restant, disons, en responsabilité, et en accompagnant, et en aidant, en soutenant mon collègue qui va animer ce dialogue interreligieux de manière continue. Voilà. Merci donc aux journalistes, Alexandra Cour, Olivier Clodon et Yolande Baldevec. Et un immense merci, Catherine Trottmann, d'avoir passé cette heure et demie quasiment avec nous. Vraiment, un grand merci. Bon, alors, en cas, la prochaine session du Club de la Presse, c'est de nuit, c'est ça ?